Bonjour et bienvenue sur le coin Stade, le coin où on redécouvre le monde de la data. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les avantages d'utiliser Python pour faire du machine learning en 2023 et surtout comment installer Python sur son Mac ou son PC Windows. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Natasha Njongwa, ingénieure data scientist diplômée de l'ENSAI. Et j'ai récemment lancé le challenge 100 jours de machine learning, hashtag 100 jours de ML, où pendant 100 jours, je vais partager avec vous des vidéos qui vont vous aider de passer de 0 à 1 en matière de data science. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les 91 prochaines vidéos. Mettez-moi de gros pouces bleus synonymes que vous soutenez le challenge, vous soutenez les filles, vous soutenez la chaîne. Et surtout, partagez autour de vous à toutes les personnes qui souhaitent apprendre davantage sur la data science. Maintenant que c'est dit, pourquoi Python? Déjà parce que la suite de nos vidéos, la suite du challenge se fera principalement en Python. On va appliquer tout ce qu'on va faire en utilisant le logiciel Python. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de Python alors que je suis statisticien, je suis censé aimer R? Effectivement, j'aime beaucoup R. R, c'est mon langage de cœur, je veux dire, parce que c'est déjà spécialisé en data science, c'est spécialisé en statistique. Il y a pas mal de fonctions intéressantes. Mais dans ce challenge, j'ai choisi qu'on travaille en Python pour 6 raisons. Déjà, la première raison, c'est que Python est devenu un langage populaire. Toutes les entreprises sont en train de faire la transition vers Python. La plupart des entreprises. Vous allez vous rendre compte que dans les offres d'emploi, il y a toujours Python. Par exemple, cette offre d'emploi de senior data scientist chez Meta demande à ce qu'on connaisse Python. Également, l'offre d'emploi que vous voyez là chez Amazon demande à ce qu'on ait des compétences en Python. Donc, clairement, comme Kevin l'avait dit dans une autre vidéo qui s'affiche juste là, Python, c'est le choix pragmatique en 2023 parce que la plupart des entreprises vont vers Python. Donc, pour pouvoir être employable, il faut faire ce que le marché demande. Ça, c'est la première raison. Deuxième avantage de Python, que moi je trouve, c'est que Python est assez simple. En fait, c'est un langage simple et c'est facile à apprendre. En général, moi je trouve que Python, on code en Python exactement comme on pense. Donc, si vous voulez coder avec Python, il n'y aura pas de difficultés comme avec des langages comme C++ ou encore Java. Donc Python, c'est un langage simple à apprendre et flexible. La troisième raison pour laquelle je pense que Python, c'est un bon outil, c'est parce que Python, c'est un langage généraliste. On ne fait pas seulement la data science avec Python. Ce qui fait que la plupart des personnes qui veulent faire la transition vers la data science ont déjà un background en Python. Je prends par exemple l'exemple des programmeurs en général, des informaticiens en général, ils connaissent déjà faire du Python. Du coup, quand ils veulent faire la transition vers la data science, c'est assez naturel pour eux d'utiliser Python. Et contrairement à R qui est déjà spécialisé data science, donc en général, c'est plus les statisticiens et les universitaires qui choisissent R parce que c'est déjà spécialisé en data science. Les personnes qui font la transition, qui n'ont pas forcément le background de statisticien, vont naturellement vers Python parce qu'ils ont peut-être déjà eu à utiliser Python pour d'autres raisons. Donc, quatrième raison, Python, c'est un langage généraliste. Et la dernière raison qui fait vraiment de Python le langage idéal pour faire de la data science, du machine learning, c'est tout simplement parce que Python a une belle communauté, il y a pas mal d'utilisateurs. Et en plus, il y a beaucoup de bibliothèques déjà prédéfinies qu'on peut réutiliser pour pouvoir faire de la data science comme Scikit-learn. Il y a les packages comme NumPy, Panda, Matplotlib pour pouvoir faire de belles visualisations. On aura le temps de parler de tous ces packages. Voilà globalement les 5 raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, Python, c'est un incontournable pour toute personne qui souhaite devenir data scientist en 2023. Mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'il faut rester flexible parce que, comme je le dis souvent, Python, c'est un outil. R, c'est un outil. Ça, c'est un outil SQL, Java, bref, tous les langages de programmation qu'on utilise en data science, ce sont des outils. N'oubliez pas que le data scientist, son rôle principal, c'est d'aider le business à prendre des décisions en utilisant les mathématiques, les statistiques, la programmation, la connaissance métier, je vais dire communication, esprit d'équipe. Bref, c'est tous ces éléments qui font de nous des data scientists. Ce n'est pas seulement Python. Donc, dans ce challenge, Python sera utilisé pour pouvoir produire nos analyses. Mais le plus important, c'est de savoir de les analyser. Vous pouvez utiliser R, le langage que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère R parce que, comme vous l'avez dit, je suis statisticienne et en général, faire des stats, c'est mieux en R parce qu'il y a les packages qui sont plus précis en R. Mais ici, on fait Python parce que Python devient de plus en plus demandé et pour suivre la demande, bien sûr, il faut être prêt et flexible. Donc, gardons à l'esprit la flexibilité. Donc, voilà. Maintenant, on va passer directement sur mon ordinateur pour vous montrer comment est-ce qu'on installe Python, quelques tips pour bien démarrer en Python. Je tiens quand même à préciser que dans le cadre de ce challenge, je vous recommande d'utiliser Anaconda. Pour ceux qui ne le savent pas, Anaconda, c'est tout simplement une distribution qui intègre Python. Et l'avantage d'Anaconda, c'est que il y a déjà installé
toutes les bibliothèques populaires, du moins, qu'on utilise souvent pour pouvoir faire des modèles de machine learning. Les bibliothèques comme Scikit-learn, Matplotlib, NumPy, Panda, bref, toutes les librairies populaires en data science sont déjà intégrées dans Anaconda. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'utiliser Anaconda. La deuxième raison pour laquelle moi, personnellement, j'aime bien Anaconda, c'est à cause de Jupyter Notebook. En fait, c'est quoi Jupyter Notebook? En fait, Jupyter Notebook, c'est cette interface qui vous permet de coder en Python, de commenter vos codes, de voir vos résultats s'afficher automatiquement. Et surtout, la partie qui m'intéresse le plus sur Jupyter Notebook, c'est la possibilité de documenter son code. Donc voilà. Maintenant, c'est dit, on va aller directement sur le PC et voir ensemble comment installer Anaconda sur Mac ou Windows. Les deux logiciels, c'est pareil. Donc pour installer Anaconda, ouvrez n'importe quel navigateur. Moi, j'ai ouvert ici là Chrome. On va taper juste installer Anaconda comme... Bon, je l'avais déjà fait parce que je l'ai fait avant d'enregistrer la vidéo. Tac. Et vous pouvez prendre, par exemple, le deuxième lien qui est ici, qui est anaconda.com. On va ouvrir ce lien. OK. Lorsqu'on ouvre ce lien, normalement, vous avez plusieurs versions. Si c'est sur Windows, si c'est Windows que vous avez, vous pouvez cliquer sur le lien suivant. Ici, et vous avez l'installeur qui vous permet d'installer Anaconda sur votre ordinateur. Si vous êtes sur Mac, vous cliquez juste sur le lien suivant. OK, moi je suis sur Mac, du coup je clique sur ce lien. Premier lien qui apparaît dans cette page, c'est l'installeur. Donc on va le télécharger. En général, le téléchargement prend à peu près... Là, qu'est-ce qui s'est passé? I don't what? On va recommencer voir. On va le télécharger. Voilà. En général, le téléchargement prend à peu près une vingtaine de secondes. Donc, on va attendre que le téléchargement finisse. Mais globalement, une fois que vous avez téléchargé, que ce soit sur Mac, que ce soit sur Windows, il va juste falloir que vous double-cliquez sur le fichier qui a été téléchargé. Ensuite, vous suivez les instructions. C'est assez intuitif. Donc, j'attends juste 4 secondes avant que mon téléchargement ne se termine. Alors, c'est parfait. C'est terminé. Une fois que c'est terminé, comme je disais, il suffit juste de cliquer sur le fichier qui a été téléchargé. Vous autorisez, si vous êtes comme ça, autorisé. Vous suivez juste les instructions. Continuez, continuez, continuez. Bon, en général, moi, je ne lis pas. Donc, continuez. Installer. Moi, comme j'ai déjà installé Anaconda sur mon ordinateur, bon, ça va me générer une erreur à la fin. Comme vous le voyez, tac. Ça va générer une erreur parce que j'ai déjà Anaconda. Vous, je pense que ça va aller jusqu'à la fin. Une fois que vous avez terminé d'installer le logiciel, placé dans la corbeille, il suffit juste d'aller rechercher parmi vos logiciels installés Anaconda Navigator. OK? On va cliquer sur Anaconda Navigator. On attend que ça ouvre. Ça prend aussi quelques secondes pour s'ouvrir. Et là, normalement, ça va s'ouvrir. OK. L'interface d'Anaconda ressemble à ceci. Ce qui va nous intéresser dans cette interface pour pouvoir coder en Python, c'est ceci. Le Jupyter Notebook dont je vous parlais, parce que sur Jupyter, franchement, moi j'aime bien utiliser Jupyter parce que je peux commenter mes codes et j'ai également la possibilité de voir les résultats. Il y a aussi RStudio sur Jupyter, mais moi personnellement je n'utilise pas ça. J'installe RStudio directement sur mon ordinateur. Donc pour lancer Jupyter, on clique juste ici, c'est assez intuitif comme je le disais. Tac, ça va prendre quelques secondes. Il y a une nouvelle page ici qui va s'ouvrir. Voici, quand Jupyter Notebook s'ouvre, ça ressemble à ceci. Pour pouvoir créer un nouveau notebook, c'est assez simple. On va là sur Nouveau, Python 3, on crée un nouveau notebook. Voici le notebook. On peut renommer ici, en fait. Vous cliquez là, vous faites, on va donner un nouveau nom, c'est pas trop moi quoi. Challenge ML, jour 2, parce que nous sommes au niveau du jour de notre challenge. Tac, on renomme. Pour coder, en fait, c'est très simple. Imaginons, je vais écrire un code basique qui calcule 1 plus 1. Donc, je vais affecter à une variable A la valeur 1 plus 1. 1, plus 1. Moi, ça, tac. Et on exécute, en fait, le code ici. Si, par exemple, je veux afficher le calcul, il faut que je fasse un... Je suis pas obligé de faire un print, mais je vous montre juste les fonctions de Python. Je fais juste un print. Et vous voyez, ça m'affiche A. J'ai fait le code, j'ai mon résultat et ce qui est sauvegardé, en fait, si je ferme le notebook, je reviens, le résultat sera toujours affiché. L'un des avantages du notebook, comme je le disais, c'est de faire la documentation. Et pour faire la documentation, ici, vous voyez là, c'est sur cette nouvelle entrée, c'est code. Pour pouvoir faire la documentation, il faut plutôt cliquer ici sur Markdown. Lorsque je fais Markdown, je peux par exemple créer un nouveau tigre. Tac, un tigre, ceci est un tigre. OK. Et toujours, j'exécute ici. Exécuter. Si par exemple c'est un tigre de niveau 2, je mets 2 dièses. Ceci est un tigre de niveau
de exécuter, tac. Pour pouvoir ajouter, j'appelle ça des chunks en fait, parce qu'en R, on appelle ça chunk. Pour pouvoir ajouter cette chunk, il suffit de cliquer ici sur plus. Vous voyez, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Et on peut faire plusieurs codes dans un même chunk. Par exemple, B, on peut faire plusieurs codes, ça ne pose pas problème. B égale 3, plus 3, plus 5. Voilà, j'exécute. Ici, je fais print A, ici, je fais print B ici. Vous allez voir que mon print B va fonctionner parce que le nombre de codes qu'on peut mettre dans chaque chunk est illimité. Gardez juste à l'esprit la lisibilité du code. Pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut utiliser Python, je vais vous montrer une représentation graphique. Je vais demander à Python de me faire la courbe en fait des personnes qui regardent des vidéos du coin stat et qui sont abonnés à la chaîne. Vous verrez, vous serez assez impressionné par les résultats parce que moi je suis également surprise. Voici, ça c'est un code que ChatGPT bien sûr m'a aidé à générer. Tac, tac. Vous voyez le dièse qui est... En fait, quand c'est code comme ceci, le dièse signifie commentaire. Mais si par contre je change là, je mets un markdown, vous allez vous rendre compte que les dièses vont se transformer et j'exécute. Vous voyez, ça se transforme en tigre. Et là, je retransforme en code. Tac, je peux... Voilà, ça se transforme. Vous faire les commentaires dans le code, c'est ça. On met juste le dièse, ok? Maintenant, je vais exécuter ce code. Vous allez être surpris par ce qui se passe. Comme vous le constatez, en fait, sur ma chaîne YouTube, 65% des utilisateurs qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est un scandale, les gars. S'il vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. À l'issue de ce challenge, j'aimerais qu'on équilibre les choses. Il faut que 40% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. 65, c'est énorme. Essayez un peu de monter vers 50%. Vous voyez, seulement 35% des personnes qui regardent mes vidéos sont abonnées à la chaîne, les gars. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Donc voilà à peu près c'est quoi Anaconda, Jupyter Notebook. On aura l'occasion durant tout ce challenge de l'explorer pour pouvoir faire nos travaux en tant que dans le machine learning. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi de gros pouces bleus, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Nous on se dit à demain pour la suite de notre challenge. Bye.